Bonjour Yves, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Yann Léchelle, je suis le directeur général de Scaleway, que j'ai rejoint il y a 19 mois exactement. Et j'ai un parcours d'entrepreneur dans la tech et je code depuis que j'ai 10 ans. Voilà, donc je suis dans le software depuis toujours en quelque sorte. Et j'ai rejoint Scaleway en ayant découvert cette pépite nichée au sein d'Iliad. Voilà. Tout à fait. Alors, Scaleway a une actualité immédiate. Vous vous êtes désengagé du projet Gaia X. Pourriez-vous nous expliquer? Oui, donc c'est un sujet d'actualité en effet. Gaia X est un projet que l'Allemagne, ou plutôt les Allemands, ceux qui utilisaient le cloud, avaient initié dans l'idée de fédérer les fournisseurs cloud américains en créant une structuration des données, justement les data space, pour quelque part gagner un petit peu en autonomie. Cette idée allemande a été rejointe par un consortium d'acteurs français dont Scaleway faisait partie. Donc finalement, GaiaX a été fondé par une vingtaine, 22 acteurs exactement, 11 Français, 11 Allemands. La différence entre les Allemands et les Français, c'est que les Français, dans ces 11 fondateurs, avaient 3 fournisseurs de cloud, alors que côté allemand, il y en avait beaucoup moins. Et on peut remarquer dès le début que la France a cette particularité d'avoir des acteurs dans le cloud assez forts, ce qui est une particularité, une singularité au sein de l'Europe. Donc GaiaX avait une idée assez intéressante autour de la data, mais finalement, les espoirs de tous et chacun, y compris les citoyens côté français, côté allemand, se sont imaginés que GaiaX allait fournir de la souveraineté et un cloud européen, ce qui n'était absolument pas l'impulsion initiale et ce qui n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Le pire, c'est que finalement, dans cette approche très européenne, très ouverte, voire ultra-libérale, l'idée, c'était aussi d'accueillir les acteurs américains dans la structuration de GaiaX. Il y a déjà un an, j'ai failli claquer la porte au sein du board, puisque le board en place voulait faire rentrer dans la gouvernance des acteurs américains notamment. Et je trouvais que c'était trop, que ce n'était pas possible d'avoir une structure qui voulait développer des avantages compétitifs pour l'Europe au niveau de la data, certes, mais ce n'était pas en invitant des acteurs surdominants dans la gouvernance que ça pouvait fonctionner. Donc, j'ai émis ma réserve de manière très ferme, voire un ultimatum, c'est-à-dire que si on faisait rentrer les Américains dans la gouvernance, je quittais. Finalement, on a trouvé un compromis et les Allemands souhaitaient vraiment, et pas que les Allemands, certains Français aussi, qui sont clients de ces acteurs dominants, les voulaient dans les comités de direction techniques. Donc on a avancé comme ça. Puis plus tard, le board a été renouvelé. Scaleway n'était pas invité dans ce nouveau board, ce qui en soi n'était pas un problème, sauf que la représentation du board, même si elle est restée pure d'un point de vue européen, euh, n'est plus du tout dans l'esprit et dans la répartition qu'il convenait d'avoir. Il n'y avait pas de représentants des petits acteurs du cloud, ou des acteurs moyens du cloud. Il n'y avait pas de représentation des startups et pas ou peu de représentation des acteurs de l'open source. En réalité, le board, même s'il était resté pur d'un point de vue européen, représentait indirectement les intérêts des acteurs cloud dominants, des acheteurs qui travaillent de manière prédominante avec ces acteurs dominants. Et par conséquent, on s'est retrouvé dans une organisation qui était globalement très peu dynamique, qui travaillait sur des sujets en plus et sur le long, sur des théories, très très peu de délivrabilité. Et donc, c'est là que j'ai compris, presque de manière soudaine, parce que j'étais invité sur un plateau où on m'invitait à commenter l'actualité. La question était posée de savoir ce que j'attendais du summit de Gaia X, et je me suis dit à moi-même rien. C'est-à-dire que il y a un projet qui consiste à définir des labels. Ce projet était déjà initié il y a très longtemps, il y a environ un an, et ce projet qui ne nécessite aucun développement n'est toujours pas sorti. C'est-à-dire qu'on nous parlait de finaliser ces labels au bout d'un an. Finalement, ce sera prêt en 2022 peut-être. Donc même si ce projet, je l'attends parce que je trouve que c'est intéressant, alors même qu'il n'y a pas de considération technique d'un point de vue logiciel, ça met du temps. Pourquoi? Parce que ça met énormément de temps à mettre
en accord des acteurs dont les intérêts divergent. Voilà, donc c'est la raison. Une organisation dont les membres, notamment les membres les plus puissants, qui ont un accès très indirect à la gouvernance, ont la capacité de faire valoir leurs intérêts, parce que leurs intérêts sont très divergents. Les acteurs dominants américains n'ont aucun intérêt à préserver nos intérêts européens. Voilà. En effet, en effet, on comprend cette prise de position. Maintenant, elle est quand même surprenante en ce sens que vous êtes le premier à vous désengager, mais il y a aussi des acteurs concurrents qui vous sont concurrents, qui sont français, qui restent dans le projet. Quel intérêt vont-ils y trouver et vous-même surtout, comment vous allez pouvoir vous y retrouver par rapport à ce type de projet? Alors, d'une part, GaiaX c'est un projet qui est devenu européen, qui est devenu très très large, donc tout le monde peut y contribuer, y compris de l'extérieur. Tout le monde peut aussi bénéficier des travaux de GaiaX de l'extérieur. Donc nous allons suivre ce qui se passe avec GaiaX. En tout cas, la réalité, c'est que Scaleway, d'une part, pourra rentrer dans GaiaX puisque la porte est grande ouverte à tous de toute manière. Donc on peut re-rentrer à tout moment, sauf si évidemment il y a un double discours. Et d'autre part, le plus important pour nous, c'est de préserver notre énergie, notre capacité d'aller vite, parce que je pense que nos clients, notre actionnaire, peut-être le gouvernement français s'intéresse à la création d'acteurs qui vont vite, qui vont loin, qui sont ambitieux d'un point de vue du marché. Là, je parle de l'économie réelle. Et Scaleway fait partie de ces acteurs qui a une espèce d'agilité. Le pire pour nous, ce serait de perdre cette agilité. Et GaiaX ressemble plutôt à une prise de tête, à très faible valeur ajoutée, et à des freins à notre vélocité, plutôt qu'autre chose. Mhm. Et l'autre aspect, c'est que GaiaX promet quelque part certaines notions que l'on appelle réversibilité, que l'on appelle autour de la gouvernance, en fait, la capacité finalement de basculer d'un fournisseur à l'autre, etc. Eh bien, ces notions existent déjà d'un point de vue industriel, ça s'appelle le multi-cloud. Et nous sommes très en phase avec cette notion de multi-cloud parce que nous avons l'humilité du challenger, c'est-à-dire que loin de nous l'idée de penser que nous pouvons remplacer ou Microsoft, ou Google, ou AWS. Et pour autant, notre modèle, c'est bien AWS, qui est l'acteur locomotive dans le cloud public, et Scaleway est un mini AWS régional qui s'assume. Et donc, nous pensons que, par exemple, des clients qui sont chez AWS, dans certains cas de figure, vont vouloir basculer tout ou partie de leur workload ou de leur stockage chez nous, justement pour répondre à des considérations particulières de leurs clients. Donc le multi-cloud, c'est précisément ce qui permet d'engager une démarche de réversibilité. Et si GaiaX un jour produit quelque chose de cohérent, eh bien, nous y retournerons. Mhm. GaiaX donnait l'impression, et donne toujours l'impression dans son discours, de proposer en fait une version européenne du cloud. Dans le même temps, votre départ intervient au moment où apparaissent, enfin, où l'État semble également changer de doctrine. On passe du cloud souverain au cloud de confiance. Du coup, on se retrouve avec des acteurs français qui passent des accords avec des acteurs américains. On ne sait plus trop où on se trouve. Et en tous les cas, on se dit que toute cette volonté de souveraineté, d'indépendance, elle disparaît finalement dans le cloud. Carrément. Vous le dites comme il faut, c'est-à-dire que la notion même de souveraineté dans les deux projets passe à la trappe. Il n'y a pas de souveraineté particulière. Alors il y a du côté du cloud de confiance une espèce de résolution légale. L'idée étant de créer un modèle qui se soustrait au Cloud Act, mais de manière extrêmement locale et ponctuelle, puisque le Cloud Act peut très bien évoluer. Et encore, on n'intègre pas finalement dans le montage du cloud de confiance les contraintes qui concernent la loi FISA. En tout cas, tous les dérivés de ces sujets de licence. Hein. Il ne faut pas oublier, lorsque Trump a enlevé la licence d'exploitation Android à Huawei, Huawei n'a plus pu vendre de téléphone du jour au lendemain. Donc voilà, c'est ça la notion de dépendance plutôt que d'indépendance, et c'est ça la notion de non-souveraineté. Donc pour moi, la France aujourd'hui, l'Europe n'a pas de souveraineté numérique,
Gaia-X et le cloud de confiance n'adressent pas la notion de souveraineté. Par conséquent, ce sont des projets qui nous font perdre du temps par rapport à ce que font les acteurs qui galopent en tête, qui ont des lois extraterritoriales de leur côté. Donc je pense qu'il faut se battre sur un autre champ, sur un autre lexique. Il eût fallu, par exemple, définir le cloud dans lequel nous ne pouvons pas avoir confiance. Le gouvernement français aurait dû faire cela. À la place, ils ont déterminé ce qu'était qu'un cloud de confiance. Et pour moi, un cloud de confiance, eh bien, c'est déjà envoyer un message extrêmement négatif aux acteurs du cloud français qui, depuis 10 ans, 20 ans, développent une relation de confiance avec leurs clients. Donc l'État est en train de dire que nous ne sommes pas des acteurs de confiance, par définition, d'une part. D'autre part, l'injonction contradictoire de dire allons-y, allons vers le cloud de confiance, alors que ce cloud de confiance n'existe pas. Structure légale qui est en cours de création, structure légale qui a ses preuves à faire, puisque c'est l'assemblage d'acteurs français qui doivent apprendre à maîtriser une licence de cloud qui n'existe pas non plus dans l'État, et qu'il va falloir opérer dans le but d'obtenir une certification ANSSI, elle-même promise mais non acquise. Donc voilà, tout ça ressemble à une injonction contradictoire de ma part. Et moi, je préfère me focaliser sur les acteurs qui ont obtenu la confiance de leurs clients aujourd'hui et qui répondent déjà à des obligations légales qui sont celles de la France et de l'Europe. Scaleway, par exemple, on peut mentionner OVH. Nous sommes des acteurs qui sommes de confiance depuis de longue date, d'une part, et qui sommes sous une juridiction parfaitement maîtrisée, franco-française et franco-européenne. Pour terminer peut-être avec la dimension des data centers, on constate sur le terrain qu'il existe quand même un certain nombre d'acteurs de taille plus ou moins importante, voire même des petits acteurs qui sont dispersés sur le territoire et qui finalement ont de très gros clients qui viennent les voir très souvent parce qu'ils apportent ce supplément entre guillemets de confiance et de souveraineté qui manque chez les gros acteurs du cloud. Selon votre point de vue, vous qui êtes un de ces acteurs, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que cet écosystème puisse enfin être reconnu et je dirais, se battre à armes égales avec les très gros qui finalement imposent leur vision et leur volonté? Alors, peut-être qu'il est bon de rappeler que Scaleway est un acteur assez particulier dans le sens où nous avons une activité de colocation. Donc, nous avons nos data centers que nous exploitons nous-mêmes, mais que nous louons par ailleurs. Donc ça, c'est important de le noter puisque nos data centers sont vraiment de très très grande qualité, que ce soit au niveau du PEI, PUI, c'est-à-dire PUE, ou de la prestation en général. Nous avons même un data center DC5 qui est parfaitement innovant et qui n'utilise pas d'électricité pour refroidir les machines. Donc nous avons un PUE de 1.15 toute l'année et il a tendance même à baisser plus on remplit le site. Donc ça, c'est une prestation de colocation. Nous sommes nous-mêmes locataires de nos data centers que nous remplissons de serveurs. Nous avons ensuite une offre de bare metal et une offre de cloud public. Évidemment, l'offre de cloud public, c'est ce qui correspond, par exemple, à ce que propose AWS. Donc la partie logicielle extrêmement complexe qui vient se poser au-dessus du hardware, qui vient se poser au-dessus du data center. Le sujet des data centers n'est pas simple. D'une part, il y a eu consolidation du marché sur la dernière décennie et la plupart des data centers appartiennent à des grosses foncières américaines. Et c'est un sujet d'ailleurs, parce que là où le gouvernement a défini le cloud de confiance, il n'a pas défini ce qu'était qu'un data center de confiance. Donc en matière de souveraineté, il est bon de rappeler que le data center, dans le millefeuille qui permet de constituer une offre logicielle finale en SaaS, par exemple, eh bien, il y a le data center. À qui appartient-il? Où est-il basé? Quelle est finalement la notion de souveraineté autour de ces murs qui sont des murs techniques? Ensuite, les serveurs, bon, une fois qu'ils sont dedans, ils ne bougent plus vraiment. Le logiciel par-dessus, pour la partie IaaS, PaaS, et ensuite, éventuellement, le logiciel en SaaS. Donc, tout le monde doit bien comprendre que ces couches vont avoir des faiblesses ou des forces d'un point de vue de la souveraineté. Donc plus la stack est maîtrisée de bout en bout et plus il y a de souveraineté.
Je disais tout à l'heure que finalement, l'activité de colocation avait été consolidée. Il reste pour autant des acteurs en France, donc Scaleway en est un. Il en existe d'autres hein, que vous aviez mentionné tout à l'heure en préalable. Eh bien, ces data centers ont un marché évolutif en face d'eux, c'est-à-dire que autrefois, on déplaçait ces serveurs en tant qu'entreprise qui possédait ces serveurs dans un data center, puis on faisait finalement de la location de machines sous forme de bare metal, mais aujourd'hui, la tendance, c'est de basculer dans le cloud public. Et par conséquent, qui remplit les data centers aujourd'hui de manière massive? Eh bien, ce sont les hyperscalers. Donc, on va se retrouver avec un marché qui est un marché soit de niche, soit de legacy, ou alors la version qui est plutôt orthogonale à la tendance, c'est la version qui consiste à dire coûte que coûte, je veux une maîtrise totale. Et donc, nous aurons aussi certains clients qui vont développer une approche hybride et qui vont louer aussi des baies. Donc cette partie-là est moins dynamique puisque la grande tendance, évidemment, c'est vers les hyperscalers, vers le cloud public. Donc ces acteurs qui nous ressemblent, hein, qui ont une taille humaine, qui ont quelques data centers. En France, je ne sais plus, on est à 200, c'est ça, data centers environ 250 à peu près. Voilà, 250. Bon, eh bien, les grands data centers, les grandes capacités, il faut plutôt parler de mégawatts. Hein. Notre plus gros data center, c'est 22 mégawatts, c'est plutôt conséquent. Mais je pense qu'il y a une offre assez riche de plus petits data centers à travers le territoire. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment finalement, avec le edge computing, ces data centers de territoire se raccrochent à une offre qui est en train de se développer. Parce que le marché tel qu'il est aujourd'hui aura plutôt tendance à basculer vers la tendance, c'est-à-dire le cloud public. Et donc, des clients vont quitter petit à petit des offres de colocation pour basculer chez des hyperscalers. J'espère Scaleway. Scaleway est un petit hyperscaler, hein, disons-le. Et par contre, ces data centers, à terme, normalement, sont un point de chute naturel pour recevoir du edge computing, ou en tout cas des workloads et du stockage façon CDN, donc un petit peu comme des POP quelque part, qui vont permettre aux hyperscalers de toute taille ou des offres complémentaires justement de remplir ces data centers qui sont un maillage naturel. Voilà, donc je leur souhaite de tenir bon pendant cette phase de transition entre finalement une bascule qui va avoir tendance à favoriser les hyperscalers, puis un retour vers le edge computing justement qui est le contraire de la centralisation, mais plutôt la décentralisation. Tout à fait. Et puis peut-être rappeler également que pour l'instant, il n'y a que 30% des workloads qui sont dans le cloud. Et encore 70% des workloads sont encore privés sur des data centers privés ou sur de l'infogérance. Mais voilà, il faut regarder les grandes masses, il faut voir la vélocité du marché. Le marché du cloud IaaS PaaS est entre 30 et 45% hein, de croissance annuelle, donc c'est conséquent. Ce qui est hybride nécessite évidemment de continuer à avoir une architecture complexe. C'est pour ça que chez Scaleway, d'un point de vue du cloud et de l'hyperscaling, nous avons une approche qui embrasse l'hybride. Pour nous, le multi-cloud intègre et l'hybride et le multi-hyperscaler. Tout à fait. Ce qui permet justement d'accompagner. Merci à vous. En effet, merci.